Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Solère. Bonjour Thierry Solère. Vous êtes député LR des Hauts-de-Seine et président du comité d'organisation de la droite et du centre. Et pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Évidemment, on a décidé tout à l'heure que vous aurez droit à une question sur Prince à la fin de cet entretien, Thierry Solère. Mais on va démarrer tout de suite avec l'actualité politique. Emmanuel Macron ne se sent pas l'obligé de François Hollande. C'est ce qu'il déclare ce matin aux journaux du groupe EBRA, qui sont les partenaires de cette matinale d'info. Le Dauphiné, l'Est républicain, Le Progrès, les dernières nouvelles d'Alsace. Tout le groupe EBRA a repris cette interview. A-t-il encore quelque chose à faire dans ce gouvernement? Est-ce qu'il doit partir? Il devrait être candidat à la présidentielle directement, Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, nous, à droite, on fait une primaire pour sélectionner un seul candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Mais je vois bien qu'il y a une primaire à gauche qui est en train d'avoir lieu. Vous l'invitez à être candidat à la primaire de la droite et du centre? Elle a lieu, la primaire, en ce moment, à gauche, entre le président de la République, son Premier ministre, son ministre de l'économie. Dans la nôtre, écoutez, j'ai vu qu'il était favorable à la suppression de l'ISF. J'ai dit bravo. Mais vous savez, Emmanuel Macron, il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. La dernière fois qu'il était venu à la télévision fortement pour nous faire des annonces, ça s'appelait la loi Noé. Je me rappelle, il était sur tous les plateaux. Il dit, vous allez voir, je vais présenter au Parlement une loi, ça s'appellera Noé, ça va faire ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Et puis vous verrez, le chômage baissera et l'économie redémarrera. Elle est où, la loi Noé? Elle a coulé. Elle n'a plus. Maintenant, il revient et il parle de lui. Moi, je crois que ça n'intéresse pas beaucoup, à part les magazines. Sauf la proposition. Voilà, mais bon, écoutez, moi je pense que c'est beaucoup de com et pas beaucoup d'action. Quand on est ministre, on n'est pas là pour parler, on est là pour faire. Et Emmanuel Macron, il aime beaucoup parler. Et voilà, écoutez, s'il veut être candidat à la présidentielle, bienvenue face à François Hollande. Oui, alors justement, puisqu'on parle de ça, si jamais il était candidat à la présidentielle de 2017, il ne serait un danger pour François Hollande, à votre avis? Mais est-ce qu'il ne serait pas un danger aussi pour le candidat de la droite? Écoutez, moi je crois que les Français veulent massivement tourner la page de la gestion socialiste qu'il y a eu depuis 2012. Emmanuel Macron, il a été secrétaire général à l'Élysée. Il est responsable aussi de cette gestion socialiste. Bien sûr. Il est même l'initiateur, depuis l'élection de François Hollande, de la politique économique qui a conduit notre pays à avoir 39 000 chômeurs, rien que le mois dernier en plus. Donc vous voyez les grandes mesures qu'il faut mettre en œuvre. C'est la faute à Macron. C'est la faute à la gauche, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Valls, c'est la faute à Hollande. Enfin, c'est surtout la faute d'Hollande, parce que c'est lui qui a été élu sur une promesse qu'il n'a pas tenue. Mais ses équipes, vous verrez, je pense, seront largement récusées par les Français. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma famille, elle soit rassemblée et qu'enfin, elle prenne les vraies mesures, parce que c'est ça dont la France a besoin pour qu'on arrête avec ce chômage de masse, cette pauvreté qui serait... Juste une petite question encore. Visiblement, Hollande ne le tient plus. Autorité zéro de la part du chef de l'État? Oui, ça fait presque peine de voir un président de la République qui contredit son Premier ministre maintenant sur les plateaux de télévision et qui a un jeune ministre de l'économie qui, de toute évidence, cherche plus à le remplacer qu'à faire son travail. Vous avez le sourire, ça vous fait presque plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir de voir le délitement de l'action de l'exécutif et de l'action publique. C'est ça à quoi on assiste en ce moment. Vous parlez de votre famille politique. Jean-Pierre Raffarin ne voit pas d'incompatibilité entre Alain Juppé et Emmanuel Macron, vous êtes d'accord? Surtout dans les mots. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut supprimer l'ISF, oui, il n'y a pas d'incompatibilité avec nous. Le problème, c'est qu'il est ministre, il n'est pas là pour le dire, il est là pour le faire, et il ne le fait pas. Quand Emmanuel Macron vous dit qu'il faut relever les seuils sociaux et qu'il ne le fait pas, vous voyez, dans les mots, Emmanuel Macron, il va souvent bien. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il nous fait des annonces qui ne sont jamais suivies des faits. Donc c'est de la com. Alors après, si il veut se présenter sur ce programme-là au sein de la gauche à l'élection présidentielle, qu'il le fasse. S'il veut être candidat à la primaire de la droite, il a jusqu'au 9 septembre pour déposer ses parrainages. Thierry Solère, une autre candidature, une candidature supplémentaire, Ramayad, pour la présidentielle 2017, avec son nouveau mouvement, La France qui ose. Vous lui souhaitez quoi ce matin, Ramayad? Rien, enfin, on est en démocratie, chaque Français... Même pas bonne chance. Bonne chance à tous les candidats par nature, mais vous savez, en démocratie, chaque Français qui est inscrit sur les listes électorales a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Donc Ramayad, c'est une Française parmi d'autres. Ah ben bien sûr, c'est une Française Ramayad et elle a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Elle était au 20h de TF1 hier soir quand même. Oui, j'ai vu ça. Bon, écoutez, chacun invite qui veut. Moi, je vous dis, au fond, c'est difficile. Le prochain président de la République, il aura un job très difficile. Et vous voyez, moi, si vous me demandez de faire décoller un Airbus à 380 dans 20 minutes à l'aéroport de Roissy, je ne vais pas être candidat pour le faire parce que je ne sais pas le faire. Si quelqu'un fait un infarctus et qu'il faut l'opérer du cœur, je ne serai pas candidat. Donc la France, c'est trop gros pour Ramayad? Pas que pour Ramayad. Je pense que dans un pays qui est frappé par le terrorisme, dans un pays qui connaît une telle explosion du chômage et des déficits publics, on cherche un chef d'État pour 2017 qui aura un niveau très important. C'est pour ça que nous, à droite et au centre, on a mis ces primaires
avec un niveau de parrainage requis pour être candidat qui sont vraiment très difficiles. Elle est sur la même musique que Macron, ni droite ni gauche. Vous y croyez à ça, vous? Non mais moi la musique, vous savez... ni droite ni gauche. Non mais la droite et la gauche, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens votent. Après, ce qui fait que les gens souvent se désintéressent de la politique, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit rassemblés à la présidentielle avec la primaire et surtout qu'on soit au rendez-vous pour que ça aille mieux en France. Sinon, la révolte finira vraiment par gronder. Oriane Mancini. On va parler d'EDF, Thierry Solaire. Un conseil d'administration de l'entreprise a lieu aujourd'hui. 37 milliards de dettes. Est-ce qu'il faut se lancer dans la construction des EPR en Grande-Bretagne qui coûterait 23 milliards d'euros? Bon, dit comme ça, bien sûr, on pourrait imaginer que c'est 37 milliards de dettes plus 23 milliards qui serait à nouveau une dette. Enfin, EDF a aussi, à l'exportation avec ses EPR, une capacité absolument majeure, au contraire d'incarner le savoir-faire français à l'export. Donc pour vous, ils doivent aller construire ces EPR? Bah, oui, bien sûr. Il faut le faire. Par contre, il faut le faire dans un cadre très encadré. Et il ne faut pas laisser l'entreprise qui connaît de graves difficultés sans avoir des comptes très précis pour savoir où elle va. Et j'ai vu que le président de la République et le gouvernement s'invitaient à la table. Et moi, j'attends qu'on fasse la transparence sur la situation actuelle d'EDF, sur les déficits importants qu'il y a, la situation d'Areva aussi. Il faut recapitaliser, il faut licencier du personnel, parce que là, quand même, 37 milliards de dettes, c'est pas rien. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, en tout cas pour un acteur public. Il ne faut pas couper les pattes en permanence d'EDF aussi dans son travail à l'exportation. Vous voyez, moi je vois souvent le gouvernement, c'est un pompier pyromane sur le sujet. Il vous dit EDF a des difficultés financières, EDF n'est pas assez compétitif. Et puis quand on vote la loi sur la transition énergétique, en gros, on ne crée que de la contrainte nouvelle pour ne pas permettre à notre champion d'exporter, d'avoir du savoir-faire et de la qualité. Donc il faut savoir. L'État est responsable de la situation d'EDF aujourd'hui? Je veux dire, moi l'État il est responsable d'un truc, c'est la politique industrielle de la France. Et je voudrais sur le sujet de l'énergie avoir un peu plus de visibilité sur quelle est la politique industrielle énergétique de la France aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas très clair. Thierry Solaire, à la radio et à la télévision, concernant le temps de parole, va-t-on vers une primaire inégalitaire? L'équité remplace l'égalité pour la campagne présidentielle et c'est validé par le Conseil constitutionnel. Alors pourquoi cette règle? Est-ce qu'un Dupont-Aignan il vaut mieux qu'un Sarkozy? Est-ce qu'un Dupont-Aignan vaut mieux qu'un Juppé? Pourquoi cette règle? Là, vous faites référence à la nouvelle loi qui a été votée, qui change différentes règles. Moi, je n'ai pas voté cette loi. À l'initiative de Jean-Jacques Urvoas et de Bruno Le Roux. Voilà, moi, je n'ai pas voté cette loi parce que je trouve que changer les règles du jeu, sans l'avoir dit avant, quelques mois avant le scrutin, c'est pas très transparent et c'est pas très démocratique. Ça donne le sentiment de confisquer des choses. Et vous voyez, les socialistes, depuis qu'ils sont là en 2012, ils ont changé les modes de scrutin sur toutes les élections quasiment. Les régionales, les départementales, même maintenant sur la présidentielle. Alors il y a 2-3 trucs qui sont pas mal dans la loi que j'aurais pu voter. C'est quoi le toilettage qui est pas mal? C'est-à-dire le fait qu'on y verra plus clair? L'application de l'intégralité des parrains devant le Conseil constitutionnel, je trouve ça plutôt... le CSA continuera de réguler les temps de parole, évidemment. Voilà. Mais oui, il y a 2-3 choses... qui sont pas si mal, mais je trouve voilà le tripatouillage en permanence des modes de scrutin. Enfin, là, l'objectif quand même, parce que ça n'avait pas trop plu non plus à Nicolas Sarkozy à une certaine époque, que les petits candidats aient le même temps de parole que le président de la République sortant, par exemple. Est-ce que c'est acceptable ou pas? C'était Jacques Cheminade. C'est ça le fond de l'histoire. Mais pour être très précis, la loi nouvelle n'interdit pas, ne donne pas n'abroge pas l'égalité du temps de parole. Elle réduit le délai. Voilà. Elle réduit. Oui. Et voilà, est-ce que ça c'est bien ou pas? On peut en parler à l'infini et on fera des thèses sur le sujet. Encore une fois, je crois que c'est pas l'essentiel, mais sur le principe, je trouve qu'il ne faut pas changer les modes de scrutin comme ça sans l'avoir dit avant. Donc on a le droit de changer les choses s'il y a une majorité pour le faire. La loi a été votée, je me soumets à cette loi, bien sûr, c'est la loi de la République, mais je comprends que les petites formations politiques crissent un peu des dents, mais ça ne va pas non plus changer grand-chose. Oriane Mancini. La primaire, Thierry Solaire. Aujourd'hui a lieu l'envoi des formulaires de parrainage aux candidats. À quoi ressemble ce formulaire de parrainage? Il n'y a pas d'envoi, mais la haute autorité de la primaire, qui est présidée par la professeure Anne Levade, va aujourd'hui sortir le guide électoral de la primaire. On y retrouvera toutes les grandes règles de la primaire et puis les fameux formulaires. Comme je vous l'ai dit, pour être candidat à la primaire de la droite et du centre, il ne suffit pas de le dire. C'est pas celui qui dit qui est. Il faut avoir des parrainages. Des parrainages de maires, de parlementaires, de conseillers régionaux et départementaux. Il en faudra 250, dont 20 parlementaires. Et puis répartis sur le territoire national. Et 2500 militants. Voilà, sur 30 départements différents. Donc c'est très difficile, objectivement. Et le formulaire est aujourd'hui disponible. Et ceux qui vous disent qu'ils sont candidats, ils ont jusqu'au 9 septembre pour déposer à la haute autorité de la primaire ces fameux parrainages. Et le 21 septembre, on vous donnera la liste de ceux qui concourent à la primaire. Je rappelle qu'elle a lieu le 20 novembre et le 27 novembre, qu'il y aura 10 337 bureaux de vote en France, et puis que chaque personne qui nous regarde ou qui nous écoute, qui se revendique des valeurs de la droite et du centre, pourra venir y participer. C'est pas réservé aux adhérents des partis. Et on paiera quelque chose? Et ça coûtera 2 € pour participer à l'organisation du scrutin. Il y a une douzaine de candidats à la candidature. Combien au final, selon vous? Moi, je pense que 5-6, vous verrez que ce
sera difficile d'en avoir plus que ça. Christophe Bordet. Les candidats justement à la primaire voyagent déjà pas mal à travers tout le pays. On a vu par exemple Alain Juppé en Bretagne avant-hier. Tous ces candidats à la primaire, ils voyagent avec quel argent? C'est l'argent du parti? C'est leur propre argent? C'est leur propre argent. Ils financent eux-mêmes leur campagne. Y compris Nicolas Sarkozy. Même pour Nicolas Sarkozy, oui. Nicolas Sarkozy, vous avez noté qu'il n'est pas candidat à la primaire à ce stade. Enfin, mais il fait déjà beaucoup de voyages en France. Il est président, il est président du parti Les Républicains. Même à l'étranger. Il était en Inde il y a quelques jours. Chacun finance sa propre campagne. C'est d'ailleurs légitime parce que... Mais qui contrôle le législateur. Quand vous êtes en France, vous avez un micro-parti, vous pouvez recevoir des dons. C'est pour ça que les candidats à la candidature réclament des soutiens financiers à leur soutien. À l'américaine. Oui, c'est le système français. On finance la vie politique par une déduction d'impôt. Si je suis candidat à la primaire, je vais vous dire aidez-moi, faites-moi un don de 100 €, il y aura une déduction fiscale. Et puis bien sûr, c'est très contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne qui chaque année doit valider les comptes de ces micro-partis. Alors, trois sénateurs ont été désignés pour encadrer les débats. Pierre Charon, Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin. Il y avait besoin de casques bleus? Non, personne n'a été désigné. J'ai vu cette information sur je ne sais plus dans quelle radio. France Info. Voilà, sur France Info. Non, il n'y a pas de désignation de... Voilà. Mais par contre, moi, je me réjouis qu'il y ait des gens qui s'auto-érigent pour essayer mettre un peu de lien. Et je vais vous dire, celui qui joue... Il y en avait besoin? Non, mais c'est toujours bien. Vous savez, la primaire, c'est une compétition. Dans la même famille politique. Est-ce que ça va créer de l'attention? Oui, bien sûr. Et moi, je me réjouis, je le dis ici, notamment à Public Sénat, que le président du Sénat, Gérard Larcher, qui participe au groupe sur les primaires, son autorité morale participe, quand il y aura de temps en temps des crispations, à détendre un peu l'atmosphère. C'est pas une guerre entre les uns et les autres, c'est une compétition. Et à la fin, l'objectif, c'est quoi? Un seul candidat à la présidentielle. Et on va tous se rassembler derrière celle ou celui qui va la gagner, cette primaire. Et au fond, c'est de la forme, tout ça. C'est pour en avoir qu'un seul, pour être présent au second tour. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que cette candidat ou ce candidat qui va gagner la primaire, il porte enfin les vraies réformes dont le pays a besoin. Parce que vous voyez l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. À votre avis, Thierry Solère, François Hollande, qui se prononcera a priori sur sa candidature au mois de décembre, il attend quoi? Il attend de connaître le candidat de la droite pour enfin dire si oui ou non il est candidat. Il se dit si c'est Juppé, j'y vais pas, mais si c'est Sarkozy, j'y vais parce que j'ai besoin de prendre ma revanche. Très sincèrement, j'en sais trop rien. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que sa priorité, c'était l'inversion de la courbe du chômage, son engagement, sa boussole, qu'il y aura eu 1 million de chômeurs de plus sous son quinquennat, que rien ne va mieux en France depuis son élection, malheureusement. Alors je vois bien qu'il ne s'en rend pas bien compte. L'émission de l'autre jour était quand même assez frappante. Le décalage entre la perception de François Hollande de la situation de notre pays et puis celui que ressentent les Français, qui étaient notamment ceux qui l'interviewaient, était tout à fait frappant. Moi, je vous dis, l'alternance, elle est là. Et vous verrez que le prochain président de la République, il sortira de la primaire de la droite et du centre du 20 et 27 novembre. C'est pour ça qu'on met toute notre énergie pour l'organiser avec rigueur et professionnalisme. Vous avez été au centre d'une actualité bizarre la semaine dernière, Oriane Mancini. Bien, la semaine dernière, Le Monde a révélé que vous auriez été écouté par la DGSE lors des législatives de 2012. Claude Guéant était alors votre rival. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, mais j'ai vu que contre X, moi je ne sais pas si cette affaire est vraie, j'ai vu ça dans Le Monde comme vous. Est-ce que vous en savez plus depuis les révélations du Monde? Du tout. Non, j'en sais absolument pas plus. J'ai vu que la justice était saisie, je m'en réjouis. On est dans un état de droit. Si c'est vrai, c'est grave, et c'est à la justice de le dire. Vous avez eu Claude Guéant depuis ou pas? Non, je n'ai pas eu Claude Guéant depuis, mais je l'ai peu au téléphone depuis les législatives, c'est logique. Thierry Solère, une ou deux questions d'actu. Cette histoire dans Libération ce matin, cet enseignant français auteur d'une affaire de pédophilie en Grande-Bretagne qui a pu poursuivre son activité en France. Erreur d'appréciation de l'éducation nationale selon un rapport. Il n'y a pas que dans les églises que ce fléau de la pédophilie fait des ravages. Dans l'éducation nationale aussi, c'est votre sentiment aujourd'hui? Oui, sur ce sujet qui est très lourd, de la transition avec le sujet précédent, il y a de toute évidence des problèmes. On ne peut pas tolérer dans un état de droit que sur un crime, parce que c'est ça dont il s'agit, il puisse y avoir une forme d'omerta, une forme de silence, une forme d'autoprotection de système qui s'autoprotégerait. Voilà, et donc il faut que la justice passe. Alors quand on a dit ça, manifestement, c'est pas facile. Parce que vous avez, que ce soit dans les cultes, mais même dans l'éducation nationale, parfois une forme d'omerta qui s'érige. Moi, je pense que la loi est pourtant bien faite.
l'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation de dénoncer un crime au procureur de la République, sinon on est passible de complicité. Et moi j'attends que la justice, elle fasse preuve d'une immense sévérité quand on a connaissance d'un fait d'une si grave gravité, parce que c'est un crime, il faut le dénoncer au plus vite, quelle que soit sa position, dans une administration en France, dans un culte. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir qu'on ruine une vie quand il se passe cela, pendant des décennies derrière, de toute évidence. Voilà. Thierry Solaire, disparition de Prince hier soir. Est-ce que vous appartenez à cette génération funk? Vous avez l'âge en tout cas. Oui, alors dit comme ça, si je vous dis que je appartiens à la génération funk, je suis sûr que je vais faire un buzz immense. Mais oui, j'ai 44 ans. Vous dansez sur Prince alors. Bah là, oui, vous allez bien faire du sûr, buzz. 44 ans, c'est ma génération Prince. Et c'est un grand artiste qui s'éteint, jeune, 57 ans. Voilà, mais c'est un grand nom. Et c'était magnifique. Bel hommage du New Morning hier au soir d'ailleurs, à Prince, où il allait, quand il passait à Paris, chanter. Merci Thierry Solaire d'avoir été notre invité ce matin dans cette matinale d'info. On va passer à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne, régionale et aussi de vos propos. Merci Thierry Solaire. Voilà, aujourd'hui j'accueille Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour et Guillaume. Cyril. Bonjour doyen de la Gazette des communes. Bonjour messieurs, on démarre tout de suite si vous voulez bien par Emmanuel Macron qui ne se sent pas l'obligé de François Hollande. Alors ça va vite l'émancipation en politique, Michel Urvois. Je parle aussi pour Ramayad, à qui prend le désir présidentiel. Je ne sais pas si ça va vite. Il serait peut-être même souhaitable que ça aille plus vite, parce qu'il va falloir que Emmanuel Macron, à un moment, choisisse. Que je sache, Emmanuel Macron conduit la politique économique de François Hollande. Si celle-ci est bonne, il l'assume. Si elle n'est pas bonne, qu'il donne une autre solution. S'il a la solution, qu'il l'applique. S'il n'a pas les moyens politiques de l'appliquer, qu'il démissionne. Et Ramayad aux 20h de TF1 ? Ah bah si tous les anciens ministres sont candidats à la présidentielle, on va manquer de place sur les plateaux et sur les estrades. Elle se passera de la primaire d'ailleurs, de la droite et du centre. Et oui, puisqu'elle va concourir au nom de sa propre formation. Donc effectivement, elle échappe aux règles de la primaire et n'aura pas besoin en particulier des signatures de parlementaires qui vont se faire de plus en plus chères. Guillaume Doyen, Emmanuel Macron ne se sent plus l'obligé de François Hollande. Il l'a dit à vos confrères du groupe EBRA. Voilà. Le Dauphiné, le Progrès, dernière nouvelle d'Alsace, tout le groupe EBRA s'y est mis. Voilà. Il place le président de la République, le Premier ministre dans une situation impossible. C'est accepter, se soumettre ou trancher la tête du ministre. Jour après jour, une insolence suit l'autre, une déclaration d'indépendance suit l'autre. C'est un feuilleton, pour le coup, que les Français, à mon avis, suivent avec passion pour voir ce qu'il reste d'autorité au président de la République. Mais il n'est pas sortable, Michel Urvois, Emmanuel Macron. Il serait un problème beaucoup plus important pour le Premier ministre et le président de la République à l'extérieur, évidemment. Oui, il n'est pas sortable du point de vue de François Hollande, mais lui, il faudra bien qu'il prenne une décision. Parce que moi, je me mets à la place des chômeurs, il y en a 4 millions, je crois, et qui entendent dire que voilà un monsieur qui aurait une réponse au problème de la France. Eh bien, qu'il le prouve, soit en agissant au sein du gouvernement, soit en ayant le courage de sortir pour proposer. Mais il a créé son mouvement, En Marche. Il a créé son mouvement, mais il est toujours au sein du gouvernement. Donc je pense que, ou il sera candidat, ou il ne sera pas, mais il va falloir qu'il le dise. À quand la recomposition, alors ? Maintenant, comme il le dit ? La recomposition, alors lui, il est persuadé de la mener de manière constante. D'une certaine façon, il a déjà recomposé le gouvernement, Macron, à lui tout seul. Il est une espèce d'électron libre, de vice-premier ministre, de poil à gratter permanent. C'est le type qui s'affiche dans Paris Match le jour où le président de la République doit faire une déclaration le soir même d'importance devant les Français. Enfin, il brouille en permanence le message que portent le président et le Premier ministre. Même les proches de François Hollande, Michel Urvois, commencent à faire entendre une petite musique contre Macron. Ah, une musique... Je rappelle qu'il est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, donc extrêmement proche d'eux. Absolument, et une musique montante. D'ailleurs, je crois qu'il y a une contre-offensive qui va s'organiser dès la semaine prochaine autour du porte-parole du gouvernement, pour essayer de faire un peu la pédagogie des résultats et montrer qu'il n'y a pas que Macron et qu'il n'y a pas que la critique qu'il faut entendre. Donc,
Macron effectivement symbolise une recomposition. On sait bien que le Parti socialiste est brisé en deux, mais il ne l'est pas officiellement. On sait bien que Macron pourrait travailler avec des centristes, avec Alain Juppé, avec des gens comme ça. Après, c'est qui va laisser faire, qui va accepter, à droite comme à gauche, qu'il y aille. On passe à Barack Obama qui s'invite dans le débat sur le Brexit. Il est en visite à Londres et il a estimé qu'être dans l'Union européenne amplifiait la voix de Londres dans le monde. Guillaume Doyen, le président américain se mêle de ça. Oui. Le président américain doit être extrêmement inquiet des soubresauts que pourrait provoquer une sortie de la Grande-Bretagne. Soubresauts qui, on le sait maintenant, sont très rapidement mondiaux. C'est la première place financière de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, c'est des États-Unis qui est parti l'autre crise financière. Ça pourrait bien refaire le trajet inverse. Donc, les États-Unis ne peuvent pas s'autoriser un tel désordre au niveau européen. Michel Urvois. Les États-Unis ont un intérêt majeur à ce que l'Europe reste l'Europe. Or, le Brexit, voter le Brexit, c'est évidemment jouer avec le feu, c'est donner une espèce de feu vert à d'autres en Europe qui auraient des velléités d'émancipation. Je pense aux derniers venus dans l'Europe, les pays de l'Est. Il y a un processus de décomposition et de renationalisation des politiques qui est extrêmement dangereux, avec des nationalismes à l'œuvre. Et c'est tout ça que regardent les États-Unis. Mais les États-Unis ont intérêt à avoir une Europe forte ? Oui, parce que... Du point de vue commercial aussi ? Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours intérêt à avoir des interlocuteurs parfaitement identifiés et la puissance en la matière, à mon avis, n'est pas un inconvénient. La stabilité est beaucoup plus importante. C'était Thierry Solaire, l'invité de notre matinale d'info tout à l'heure. Il a dit cette chose formidable, il a dit que sur les 12 candidats, je crois qu'il y en aura encore un peu plus, à l'arrivée il en resterait 5 ou 6 et que ce serait très bien, Guillaume Doyen. Oui, moi, je pense même que je dirais 4 de crédibles, quoi. Alors Nicolas Sarkozy n'est toujours pas candidat, mais Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire, voilà le quatuor qui va compter, à mon avis. On verra si on aura 5-6, je ne sais pas. Mais je vois bien dans la dernière ligne droite 4 gros candidats. Nicolas Sarkozy n'est toujours pas candidat, il fonctionne donc avec l'argent du parti, et les autres candidats aux primaires, visiblement, fonctionnent avec l'argent qu'ils récoltent, en tout cas leur propre argent, Michel Urvois. Ça deviendra un débat au fur et à mesure que le temps passera. Pour l'instant, les dépenses qu'il engage sont quand même davantage des dépenses en tant que président du parti. Quand il est en Inde, il ne fait pas campagne pour la primaire. Mais ça va devenir un problème. Je pense que le plus tôt sera le mieux pour lui. On va terminer avec toute une génération qui est en deuil, celle du funk. Guillaume Doyen, je m'adresse à vous. Vous êtes de cette génération-là. Oui, j'ai pas l'air très funky, mais je vous assure que j'avais une très grande admiration pour lui. Mais Thierry Solaire n'a pas l'air très funky, il l'a confessé lui-même, et il avait aussi une grande admiration pour Prince. Et on reconnaît tous son génie. Voilà. Michel Urvois, vous aimiez Prince aussi, comme tout le monde ? Moi, à mon âge, vous savez, on est transgénérationnel, donc bien sûr, j'avais une admiration, je reconnais l'artiste, le parolier. Hommages mondiaux. Et l'icône, mais voilà. Ouais, Barack Obama, Manuel Valls s'est fendu d'un tweet. C'est l'icône d'un art mondialisé. C'est une bonne chose ? C'est une bonne chose qu'on rende hommage à Prince, oui, je trouve. Je trouve que vraiment c'est un petit génie. On regarde vos unes, Guillaume Doyen, tout d'abord celle de la Gazette des communes, avec un titre l'an 2 de la Smart City. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Futuriste, mais c'est aujourd'hui la Smart City, c'est la ville intelligente, la ville connectée, la ville qui permet de faire des économies d'énergie. Mais ça serait une bonne vie, vraiment ? Ah, mais ce n'est pas la ville de Big Brother, vous en faites pas. Il s'agit plutôt de contrôler les grands réseaux, ça fait peur un peu, non ? d'électricité, d'eau, etc. Oh non, vous en faites pas, tout ira bien. Ouest France, c'est un accord sur le climat, 160 pays. Moi, j'avais cru qu'il était fait, d'ailleurs, l'accord avec la COP21. Non, mais il va falloir poursuivre et monitorer cet accord, c'est ça ? Le plus difficile est peut-être à faire. La France, Laurent Fabius en particulier, a réussi quelque chose d'extraordinaire en parvenant à cet accord. Mais l'application est très difficile parce que maintenant, il y a 160
160 ou 180 On a vu que les déclinaisons. Canadiens allaient prendre un peu plus de temps, que les Américains. Et puis les régimes changent. Dilma Rousseff ou Barack Obama ne seront sans doute pas là, ne seront pas là demain pour l'appliquer. Donc qui l'appliquera? De quelle manière? Le Sénat américain peut jouer contre. Enfin voilà. Donc l'application. Quel délai justement? Quel délai pour cette application? Non mais c'est un accord dans le temps avec des clauses de revoyure. Donc il y a du temps, mais il faut que le processus démarre maintenant. Merci Michel Urvois de Ouest France. On voyait d'ailleurs votre journal derrière vous. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'infos. Et demain matin à 8h sur Public Sénat, il y a le best-of, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine à 8h. Merci à tous et bon week-end.